Oui, alors je vais juste dire bonjour à tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour ce séminaire RETEX, donc troisième édition pour cette année concernant le parcours de soins global après le traitement d'un cancer. Alors juste quelques règles avant de commencer. Donc ça sera de 14 heures à 16 heures, donc une durée de la session qui sera de 2 heures. On vous remercie par avance de couper vos micros et caméras si vous n'avez pas à les utiliser et vous pouvez les mettre uniquement lors de votre intervention. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Conversation que vous avez normalement tout en haut ou à lever la main et on vous donnera la parole. On vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Néanmoins, le replay sera disponible sous réserve de l'accord de tous les participants. Aujourd'hui, au niveau du programme, nous aurons une introduction par nos deux ARS, Dr Élodie Crétel-Durand pour l'ARS PACA et Dr Marie-Hélène Pietrizzani pour l'ARS Corse. Nous aurons une présentation après par le DSRC de rapport d'activité 2023, une présentation de l'outil de prescription par l'UAPSML PACA avec Dr Florence Zemmour. On abordera l'activité physique adaptée avec Madame Gaëlle Tubé-Colonna de l'ARS Corse ainsi que Madame Véronique Tarbourièche de la CPTS Chanceur Val-de-Marne. Et nous aurons l'intervention de 4 structures labellisées et nous finirons par un temps d'échange. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Marie-Hélène Pietrizzani pour l'ARS Corse. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Mille excuses, je suis obligée de vous quitter plus tôt. Mais j'ai vu que l'enregistrement des débats était là, donc ça me permettra de réécouter en replay, puisque maintenant on a cette possibilité-là. Donc, quelques mots d'introduction. D'abord, l'importance du sujet des soins de support tout au long du parcours. Alors, je pense que le public qui est là est un public qui est acquis, donc je pense que sur ce point-là, nous sommes tous d'accord. Le deuxième point, nous sommes en période de renouvellement des autorisations du cancer sur les 3 thématiques, traitement médicamenteux, chirurgie avec la gradation et les processus simplifiés pour la radiothérapie. Et donc, pendant ces instructions de dossier, puisque les arrêtés d'autorisation vont sortir en fin d'année, ça nous a permis d'insister sur le parcours et la place des soins de support, puisque le projet régional de santé de Corse a inscrit les soins de support dans les objectifs qualitatifs en fait, du projet régional de santé. Donc, pour nous, le temps d'échange que vous allez partager pendant les 2 heures et qui va être piloté par le DSRC, que je remercie d'ailleurs pour son organisation, vont permettre en fait de partager les pratiques. Donc ça, je pense que c'est un temps qui est très précieux parce que ça permet à chacun ensuite d'amplifier les actions qu'il fait sur son territoire. Et de ma fenêtre à moi, j'ai l'impression que l'écosystème me paraît beaucoup plus réceptif et donc qui sera certainement plus collaboratif sur les prescriptions au regard de l'instruction des dossiers que j'ai pu faire. Donc, sur les constats que vous allez partager, même si nous avons que 3 structures et des files actives certainement beaucoup moins importantes que la région PACA, pour autant, ce que j'ai pu lire sur le diaporama que nous avez transmis, Aude, montre que les constats sont partagés. Et je crois que Dominique Simeone intervient pour la CPTS de Balagne, qui partagera ces constats, mais qui étaient généraux sur 3 structures. Et d'autre part, je sais que Madame Tubé-Colonna va vous présenter l'organisation de l'activité physique adaptée pour la région Corse, puisqu'elle est dans l'ordre du jour. Voilà, tout d'abord, écoutez, une excellente séance de travail. Désolée pour le départ. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Nous allons donner la parole maintenant au docteur Élodie Crétel-Durand pour l'ARS Corse. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Déjà, moi, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui, d'avoir pu vous mobiliser pour cette expérience. Je pense que c'est important d'échanger sur ce parcours. Je remercie bien entendu le réseau et Aude et ses collaboratrices pour l'organisation de ce RETEX. Alors, comme vous le savez, c'est un parcours qui prend petit à petit, qui met un peu de temps, mais qui augmente quand même. Je sais qu'en PACA, on a quand même une file active, ça va vous être présenté, de plus de 850 patients en 2023, alors qu'on avait démarré à 79 en 2021. Et à mi-année, on est déjà à presque 500 patients. Il y avait 33 structures au départ. Vous n'êtes plus que 25 structures en PACA, parce qu'effectivement, c'est un parcours qui est parfois difficile pour les structures. C'est pas évident d'inclure. Et celle qui résiste le moins, j'ai envie de dire, c'est un peu difficile, mais c'est les soins médicaux et réadaptation et les maisons de disciplinaires qui ont parfois du mal
à travailler avec les hôpitaux, parce que c'est vrai que souvent les patients, ils sont dans les services hospitaliers et pourtant on souhaite encourager cette collaboration pour que les patients puissent avoir ce parcours au plus près de leur domicile. On sait qu'il y a quelques attentes de votre part, quelques problèmes qui ont été soulignés, qui ont été remontés, puisque effectivement, la région PACA et la région Corse, enfin, on est une des régions les plus dynamiques et l'INCa nous avait demandé de présenter avec Aude les actions qui avaient été mises en place lors d'un séminaire qui a eu lieu en septembre. Et ça a été l'occasion, ce séminaire regroupait toutes les ARS, tous les référents cancer ARS, et ça a été l'occasion de faire de nouveau remonter les attentes, les problèmes. Je ne vais pas tous les reciter, mais quand même, on le sait qu'il y a le problème de l'interférence avec le dispositif MonPsy, de tarifs de consultation qui sont encore peu attractifs et sûrement insuffisants, de non prise en charge des transports. Et vous souhaitez, et on n'est pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls, revoir les critères d'inclusion, pouvoir essayer d'allonger la durée du post-traitement. Et puis, c'est un parcours qui gagne à être connu des professionnels. Il n'y a pas encore assez d'informations auprès du public. Pour autant, on a fait des campagnes de communication et je salue Aude et son équipe pour les différentes campagnes qui ont été faites auprès des établissements. Et alors, moi, je le vois aussi comme Marie-Hélène. On est en train d'instruire les dossiers d'autorisation de traitement du cancer. Et ce parcours, ça y est, il apparaît dans les dossiers. Il nous en parle. Donc, il commence à être connu, je vous rassure. Et après, bah, les autres problématiques, effectivement, c'est un système un petit sur les formalités administratives, sur la complexité des données à remonter à l'ARS. Alors, on réinsiste sur le fait, parce qu'on a des petits soucis ces temps-ci, que c'est vraiment vous, structure, qui coordonnez le parcours. Car on a eu quelques soucis avec des psychologues qui avaient eu vent de ce parcours et qui ont vu des patients qui ensuite reviennent avec la facture auprès des structures en disant, bah voilà, maintenant il faut me rembourser. Non, c'est vraiment vous, les structures, qui le coordonnez. Juste quelques mots sur les perspectives. Vous savez qu'il y a un article qui est l'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2023 qui propose d'enrichir ce parcours de soins post-cancer en y intégrant le programme d'activité physique adaptée qui était un des soucis aussi soulevés, la non prise en charge des séances. Eh bien, je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner. Ce que je peux vous dire à ce jour, c'est qu'il y a eu des réunions qui ont eu lieu avec l'assurance maladie, la DGS et 3 ARS qui vont rentrer dans l'expérimentation, dont l'ARS PACA. Donc, c'était ma collègue qui est en charge de sport et santé qui était à ces réunions. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'infos, si ce n'est que normalement, il devrait y avoir une expérimentation de 2 ans pour certaines agences régionales de santé. Et donc, on est 3 ARS en France à pouvoir entrer dans cette expérimentation, l'ARS Bretagne, l'ARS Nouvelle-Aquitaine et l'ARS PACA, expérimentation qui devrait durer 2 ans. Après, je n'ai pas plus d'infos sur les contours, mais ce qui est sûr, c'est qu'on fera tout pour vous inclure et ça semble logique dans cette expérimentation et j'espère que ce sera... Voilà où on en est aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je vous remercie encore pour votre présence et votre motivation sur ce parcours. Merci beaucoup, Élodie. Nous allons pouvoir continuer. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir dans le chat prévu à cet effet et ma collègue, Madame Milena Moya, se fera un plaisir de lire votre question. On va pouvoir continuer maintenant avec la présentation du rapport d'activité 2023 en PACA. C'est quelque chose que l'on fait habituellement chaque année et on a recommencé à vous demander vos données pour cette année. Nous avons le plaisir de vous faire une petite synthèse des chiffres que vous nous avez rapportés. Un bref petit rappel quand même sur le parcours de soins global, car nous avons la chance aussi d'accueillir quelques personnes des cellules de coordination en cancérologie aujourd'hui. Donc, ce parcours de soins global, c'est une prise en charge d'un forfait de 180 € par patient en soins de support diététique, soutien psychologique et activité physique adaptée, et lui permet d'accompagner les patients en ALD cancer jusqu'à 12 mois après la fin de leur traitement actif. Alors, comment ça marche? Parce que je pense que c'est vraiment important de rappeler les étapes du parcours après cancer, que tout le monde puisse vraiment appréhender ce parcours, car il n'est pas toujours facile à comprendre et il s'avère assez complexe. Donc, il y a 4 étapes. La première étape, c'est que le patient vient consulter soit son cancérologue, le médecin traitant ou le pédiatre.
à la fin de son traitement actif et il a jusqu'à 1 an après la fin de son traitement actif pour intégrer le parcours. Deuxième étape, une évaluation des besoins en soins de support va être faite et nous avons édité une fiche de prescription pour cela. On vous donnera toutes les informations plus tard. Troisième étape, le patient est orienté vers une structure labellisée et là, on peut s'appuyer en tant que professionnel de santé ou patient sur notre répertoire régional des soins de support où il y a une rubrique prévue à cet effet pour trouver la structure labellisée la plus proche du domicile du patient. Selon les besoins du patient, en quatrième étape, la structure labellisée met le patient en contact avec les intervenants nécessaires aux prises en charge dont le patient aura besoin. Alors, comment ça marche en région PACA et Corse? Nous avons 25 structures labellisées en 2024 en région PACA et 3 structures labellisées en région Corse. Les structures se répartissent entre les établissements tels que les établissements de santé autorisés qui représentent 60% des structures labellisées. Nous avons 20% de structures de ville, donc qui sont soit des CPTS, soit des MSP, et 20% sont des associations. Alors maintenant, on va faire un focus sur nos résultats en région PACA. En fait, vous avez eu des appels à projets qui ont permis aux structures d'être labellisées par l'ARS PACA. Donc, en 2021, nous avions fait un premier appel à projet. 2022, un deuxième appel à projet. Et les structures ont été malheureusement, quelques-unes ont dû être délabellisées. Et nous avons maintenant, en 2024, 25 structures labellisées, donc en région PACA. Donc là, on revient sur les 31 structures parce que nos chiffres sont pour 2023. Les 31 structures labellisées en 2023, ça représentait 25 structures pour notre rapport d'activité qui ont inclus les patients, soit 87% des structures. Et il y avait 4 structures à ce moment-là qui n'avaient pas inclus de patients. Ça représente 13% des structures. Au niveau du nombre total de patients pris en charge, en 2023, nous avions un très beau chiffre de 855 patients qui avaient été pris en charge. Et vous voyez là au milieu la belle évolution du nombre total de patients pris en charge entre 2021 et 2023, où en 2029, le parcours commençait tout juste. En plus, il avait commencé à partir de septembre. Donc, on avait inclus très peu de patients. On était à 79. Après, il y a une montée en charge en 2022 avec 623 patients. On arrive à 855. Et au niveau du rapport d'activité, on vous avait demandé un rapport d'activité sur le premier semestre 2024. On était à 461 patients. J'en profite pour dire aux structures labellisées qui sont présentes que nous allons de nouveau vous demander un rapport d'activité pour pouvoir faire une synthèse de toute l'année 2024. Donc, on reviendra vers vous rapidement. Au niveau de la synthèse, donc au niveau des profils des patients, ça représente en majorité des femmes qui sont prises en charge, ça représente 81%, pour les hommes 19%. La moyenne d'âge est à peu près de 57 ans et c'est toujours intéressant et également de savoir les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et là, ils représentent seulement 4%. Toujours pour le profil des patients, le pourcentage des patients par tranche d'âge, donc comme je vous le disais, hein, la moyenne est de 57 ans, donc c'est cette tranche d'âge qui est majoritaire entre 40 et 59 ans. Et au niveau des localisations de cancer pour nos patients, c'est essentiellement une localisation au niveau du sein qui représente presque 60% des patients. Au niveau des traitements, ça va être essentiellement des traitements par radiothérapie qui représentent 33%, suivi de peu par la chimiothérapie et après l'hormonothérapie qui représente 17,4% des patients. Au niveau des profils des prescripteurs, nous avons essentiellement des cancérologues qui sont près de 80% à être les prescripteurs de ce parcours. Après, les médecins traitants représentent 20% et les pédiatres 2,3%. Ça représente 7 médecins pédiatres qui ont prescrit ce parcours cette année, l'année 2023, pardon.
un bref aperçu au niveau de la satisfaction globale. Donc, en fait, je vous dis bref aperçu parce qu'il y a énormément de données qui émanent des questionnaires qui sont demandés par les structures aux patients. Donc, on n'aura pas le temps de voir toutes ces données. Mais déjà, de juste faire une petite synthèse au niveau de la satisfaction globale du patient, on le voit qu'après une année, elle est très, très bonne, cette note. On est entre 9 et 9,1 sur la satisfaction du patient. Donc, qu'est-ce qu'on demande, c'est est-ce que le patient est globalement satisfait des soins de support? Est-ce qu'il est satisfait des relations avec les professionnels de santé? Est-ce que l'accès à ce dispositif a été simple? Et lorsque le patient a eu besoin d'aide, est-ce qu'il a trouvé facilement un interlocuteur? Donc, ces chiffres sont globalement excellents en région sur la satisfaction des patients à 1 an. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez pour les structures labellisées qui sont là, mais nous avions mené une enquête en mai 2023 qui nous a permis de vraiment avoir des retours de votre part pour les structures labellisées sur comment se passait la mise en place du parcours de soins global au sein de votre structure. L'objectif, c'était vraiment pour nous de disposer des éléments qu'on puisse faire remonter au niveau régional à nos 2 ARS, PACA et CORP, ainsi qu'au niveau national à l'INCa. Donc, on vous avait posé plusieurs questions et là, c'était les résultats qu'on avait pu avoir par rapport à ce questionnaire. Donc, on voit que ce dispositif, c'est vraiment un dispositif qui répond à un besoin des patients. Il y a malgré tout des choses qui représentent des freins. Donc, le tarif de la consultation est peu attractif et insuffisant. Toutes les consultations prescrites ne sont pas toujours honorées. Et là, c'est vrai qu'il faudrait qu'on essaye de comprendre un peu mieux la raison de ces consultations non honorées. Après, il y avait les rémunérations des séances d'activité physique adaptée qui est souhaitée. Ça, c'est quelque chose où je pense tout le monde s'entend là-dessus. Il faut revoir les critères d'inclusion. Donc ça, Dr Cretel en a parlé en introduction. Il y avait un problème qui avait été soulevé également sur la non prise en charge du transport pour les patients. Après, au niveau communication, c'est un parcours qui est trop méconnu des professionnels et d'où notre rétex aujourd'hui et toutes nos campagnes de communication que l'on fait depuis 3 ans. Et il était soulevé aussi que le système était très lourd dans les formalités administratives. Alors là, les formalités, elles sont lourdes aussi bien du côté institutionnel que de votre côté en tant que structure labellisée. Qu'est-ce qu'on relevait? Alors, au niveau de l'ARS, l'ARS relève également cette lourdeur de gestion administrative et on soulève également que certaines structures rencontrent des difficultés à inclure des patients, ce qui nécessite un accompagnement plus poussé de la part de l'ARS et du DSRC. Et aujourd'hui, on est là également pour parler de ces difficultés et j'espère qu'on pourra échanger tous ensemble pendant ces 2 heures. Au niveau des SRC, on souligne que ce dispositif permet d'accroître la coordination ville-hôpital et c'est quelque chose qu'on essaye de faire depuis de nombreuses années, cette coordination ville-hôpital, et c'est un réel essor au niveau de ce parcours. On soulève la collaboration effective que ça nous permet d'avoir avec nos ARS et DSRC et ça nous permet également un contact rapproché avec les professionnels de santé pour les accompagner quotidiennement. Et c'est vrai que j'ai quasi quotidiennement des professionnels, des structures labellisées au téléphone ou des professionnels de ville qui souhaitent conventionner avec des structures. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on échange avec tous les professionnels tous les jours. Au niveau de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, on tient à dire que ces travaux qu'on mène jour après jour, ils sont remontés à nos ARS et remontés nationalement, comme je vous le disais. On souligne que plus de patients pourraient bénéficier de ce dispositif, on en a conscience. Donc, il y a eu un renforcement de la communication encore cette année avec un kit communication qu'on vous a fait parvenir pour pouvoir échanger au niveau des réseaux sociaux. Le dispositif reste une avancée importante pour améliorer la qualité de vie et je crois que là-dessus, on sera tous d'accord avec cela. Et pour conclure, à ce jour, nous n'avons pas d'informations partagées malheureusement quant aux évolutions du dispositif, mais bon, Dr Cretel vous en a parlé sur certaines évolutions qu'il pourrait y avoir en introduction et nous sommes toujours dans l'attente d'avoir des directives sur les avancées nationales. Voilà pour ce que nous voulions dire aujourd'hui en tant que DSRC.
Après, juste un bref rappel au niveau des outils qui sont mis à votre disposition. Donc, comme je le disais, nous avons intégré des structures labellisées dans le répertoire régional des soins de support. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ce lien pour le transmettre aux professionnels et aux patients qui souhaitent connaître les coordonnées des structures. Nous avons également mis à votre disposition des guides concernant le parcours et des outils pour les patients avec des flyers et des affiches, ainsi que la fameuse fiche de prescription que vous pouvez trouver en libre accès sur notre site internet et imprimer facilement pour pouvoir la transmettre aux médecins prescripteurs. Également, le kit de communication. Normalement, vous avez tous eu accès à ce kit pour pouvoir communiquer facilement avec une petite vidéo explicative du parcours qui était dans ce kit. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous en avez besoin. Et il y a une page web dédiée au parcours avec accès à une foire aux questions. Cette foire aux questions est soit faite par le DSRC, soit par l'INCa directement. Et là, vous avez vraiment de nombreuses réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et bien sûr, si jamais vous n'avez pas de réponse aux questions, nous sommes là pour répondre aux éventuelles interrogations que vous pouvez avoir. Au niveau d'un dernier outil qu'on souhaitait parler, c'était un outil fait par l'URPS des médecins libéraux PACA et je vais avoir le plaisir d'accueillir Dr Zemmour qui va pouvoir nous parler de cet outil. Est-ce que Dr Zemmour, vous êtes là? Oui, bonjour. Parfait. Alors, je vous laisse la slide pour pouvoir présenter et dès que vous êtes prête, j'arrête le partage pour que vous puissiez prendre la main sur votre écran. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup de me permettre de participer pour présenter l'outil qui a été élaboré par l'URPS médecins libéraux de la région PACA. Donc moi, je suis le docteur Florence Zemmour, je suis médecin généraliste et j'ai travaillé sur la création de cet outil avec d'autres élus. En fait, l'idée, c'était il y a quelques années, lors de la mise en place du parcours post-cancer, on a été en contact avec le DSRC et on a décidé de travailler sur quelque chose qui pourrait à la fois sensibiliser les médecins libéraux à la prescription et à l'orientation des patients vers le parcours post-cancer et qui soit aussi un outil qui leur permette de le prescrire facilement. Et donc, c'est un outil qui a été déployé à partir de ce qui est écrit dans les fiches de prescription et dans les référentiels de prescription qui sont utilisés par OncoPACA Corse. Donc c'est un outil qui est gratuit, qui est disponible en ligne sur notre site internet, qui ne nécessite pas d'inscription préalable. C'est un outil d'aide à la décision en consultation. Et donc, il permet on a synthétisé l'ensemble des items à évaluer pour que ça aboutisse facilement à des fiches de prescription et d'orientation que peut utiliser le médecin pour donner à son patient. Donc, on peut passer sur la diapo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je partage mon écran, c'est ça? Hop, écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, impeccable. Ouais, c'est bon, voilà. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est la page URPSML aide au diagnostic. Hein, donc, c'est disponible très facilement lors des consultations. Donc, l'idée, c'est de promouvoir cet outil auprès de l'ensemble des médecins qui sont prescripteurs de ce parcours post-cancer. Donc, c'est un outil qui ne va pas stocker de données, hein, c'est complètement anonyme. Donc, on rentre lors d'une consultation les informations sur un patient. Donc, je vais vous faire la démonstration en direct. Hein, je vais rentrer l'histoire de Madame A qui a eu un cancer du sein et qui a terminé son traitement après sa sa chirurgie, sa chimiothérapie et sa radiothérapie. Donc, voilà, elle a perdu un petit peu de poids au cours de sa prise en charge. Hop, et donc on va évaluer déjà tout ce qui est sur le plan nutritionnel. On va évaluer, hop, ça c'est sur le plan nutritionnel, on va évaluer sa capacité à faire de l'activité physique ou pas. Donc elle a perdu un petit peu de poids, mais elle s'est quand même mise pas mal à faire du sport, donc elle est moins active, non. Elle pratique une activité physique, hop, elle est augmentée, voilà. Et on évalue sa nécessité d'avoir un soutien psychologique. Donc, on évalue un petit peu sur le plan psychologique. Donc, elle m'a dit qu'elle était angoissée, qu'elle avait perdu confiance en elle et qu'elle avait du mal à se projeter sur sa reprise du travail.
Voilà, hop, on fait une petite évaluation clinique sur le syndrome douloureux chronique. Est-ce qu'elle a un essoufflement? On prend des petites évaluations, des constantes. Et ça, c'est tout ce qui concerne l'examen clinique du médecin, d'accord? Donc, on était d'abord dans l'interrogatoire et maintenant, on est dans l'examen. Donc, ma patiente, moi, elle n'a pas de symptômes neurologiques. Elle est un petit peu anxieuse. Elle n'a pas de symptômes ORL. Et elle a un petit peu des troubles fonctionnels, notamment au membre supérieur suite à sa chirurgie. Et les dernières questions évaluent le mode de vie. Donc tout ça, ce sont des items qui sont détaillés dans les fiches de prescription, mais le constat qu'on avait fait, c'est que c'était des fiches de prescription qui étaient un petit peu riches en informations et qui n'étaient peut-être pas les plus pratiques à utiliser lors de la consultation. Donc, elle n'est pas isolée et elle n'a pas de difficulté financière. Et donc, en fait, une fois que j'ai fait cette évaluation très rapide, interrogatoire, examen de mon patient et évaluation sur le plan nutritionnel, activité physique et psychologique, ben, j'ai l'outil qui m'édite automatiquement des courriers d'adressage que je peux adresser pour la personne qui va prendre en charge le patient sur le plan de la prise en charge nutritionnelle, sur le plan de la prise en charge de l'APA et sur le plan psychologique. Donc, ce sont des courriers qui vont être soit téléchargeables, soit que je vais pouvoir copier et coller dans mon logiciel métier. Sur le site, nous avons également donc une fois que j'ai fait ça, c'est pas du tout stocké dans le système et il n'y a pas du tout de données personnelles. Hein. Une fois que j'ai fait ça, hop, j'ai aussi sur la page URPS, nous avons aussi mis le répertoire des soins de support avec les structures qui sont labellisées. Hop, je ne sais plus exactement comment on y arrive. C'est peut-être plutôt ici, voilà. Alors, normalement, voilà, non. Si vous revenez sur soins-support, juste le lien d'avant. On est là. Ah, j'arrive plus à... Voilà, pardon. Non, j'arrive plus à trouver sur la bonne page, excusez-moi. Oui. Parce qu'il y a le... Voilà, hop. Ah Voilà, excusez-moi, c'était ce truc qui était au milieu. Voilà. En tout cas, on a mis les pages d'accueil de façon à ce que le médecin, le prescripteur puisse trouver... c'est quoi ces sources, ce lien-là? C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Hein. Et sur l'onglet du milieu, vous avez recherche par parcours spécifique. Là, vous cliquez parcours de soins global. Et après, vous lancez la recherche et vous avez accès à toutes les structures labellisées. Voilà. Et moi, par exemple, je travaille à Vitrolles, hop, et donc je vais pouvoir orienter, voilà, merci, orienter le patient sur la structure. Donc, en fait, l'idée, c'était de pouvoir proposer, je vais arrêter le partage, hop, voilà. C'était de pouvoir proposer un outil informatique facilement utilisable en consultation, de façon à la fois sensibiliser les médecins prescripteurs et à leur faciliter la tâche pour la prescription, c'est-à-dire identifier vraiment les items, les symptômes à l'interrogatoire et à l'examen clinique du patient concernés par le parcours post-cancer pour pouvoir les orienter facilement vers la prise en charge du parcours post-cancer, que ce soit vers la structure ou vers les prises en charge dont il aura besoin. Du coup, je vous engage à vraiment... Alors, ce lien vers notre outil, il est aussi sur le site Oncopaca Corse. On l'a mis ensemble sur la page qui concerne le parcours post-cancer. Et je vous engage vraiment à l'utiliser, c'est-à-dire à diffuser, à la fois quand vous diffusez l'information vers les médecins prescripteurs pour qu'ils orientent les patients vers votre structure pour le parcours post-cancer, à ne pas hésiter à leur dire d'utiliser cet outil parce que peut-être que ça va faire en sorte qu'ils utilisent plus facilement le parcours, qu'ils pensent plus facilement à orienter le patient et à cibler vraiment vers les prises en charge qui sont identifiées pour leurs patients. Voilà pour notre outil. Et peut-être que ça fera augmenter le nombre de médecins de ville qui utilisent le parcours post-cancer, parce que là, on est à 20%, c'est déjà pas mal. Je m'attendais à un chiffre moins important, 20% de médecins traitants. Donc peut-être que ça pourra faire en sorte que les médecins traitants s'emparent un petit peu plus du dispositif. Exactement. Alors, vous me permettez de faire une belle transition sur la question que nous avons de Anne-Caroline Fleury, qui nous demande justement pourquoi y a-t-il si peu de médecins prescripteurs. Donc, c'est vrai qu'on a un grand besoin d'augmenter notre communication
car finalement, très peu de médecins sont encore au courant de ce parcours et on essaye vraiment de communiquer au maximum, mais l'information arrive difficilement en ville sur ce parcours. Ben, je pense que ça doit être une communication qui doit être conjointe à la fois du DSRC, à la fois de notre part, URPS Médecins, et nous, on a l'outil sur le site et on essaie de communiquer régulièrement, et à la fois de la part des structures qui portent les parcours post-cancer. Exactement, c'est pour ça que nous avons fait à cet effet la kit de communication pour pouvoir aussi s'appuyer sur les structures labellisées en elles-mêmes qui puissent relayer cette information au maximum. Donc voilà. Et Voilà, donc en tout dès que cas, nous avons des événements, on communique, hein. Ce n'est pas faute de communiquer sur ce parcours. voilà, si l'outil, il me semble que le fait d'avoir un outil informatique d'aide à la prescription, ben, ça peut aussi être un prétexte pour communiquer auprès des médecins, même de la part des structures, pour leur dire, regardez, on développe le parcours post-cancer et il suffit d'utiliser cet outil pour évaluer votre patient très rapidement et nous l'orienter très facilement. Exactement. Voilà. Un grand merci à vous, Dr Zemmour. Toujours pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors, nous allons pouvoir continuer maintenant concernant l'activité physique adaptée. Donc, on va parler de la région PACA et la région Corse. Nous aurons l'intervention pour commencer de Madame, alors j'espère ne pas écorcher votre nom, Gaëlle Tubette-Colonna de l'ARS Corse. Est-ce que vous nous entendez? Alors, je vous entends. Donc, vous ne me voyez pas, puisque, comme je vous expliquais, j'ai des petits problèmes de réseau. Donc, oui, je travaille à l'ARS de Corse. Donc, je suis la référente sport santé au sein de la santé publique, de la direction de la santé publique. Et donc, ma mission aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation sur l'activité physique adaptée de ce qui se fait donc en Corse. Donc, l'activité physique adaptée dans le panier de soins de support. Donc, il fait partie des 5 soins de support dits complémentaires, comme l'a précisé le docteur Pietrizzani. Il est inscrit dans le PRS Corse. Et donc, on sait que l'impact sur la réduction des effets indésirables des traitements, donc on remarque une diminution de la capacité respiratoire, de la fatigue, donc de la sédentarité qui entraîne la fonte musculaire, des comorbidités. Donc, ce sont des freins à l'activité physique. L'APA, il faut le voir donc comme un levier. Donc, c'est un vecteur de l'amélioration de la capacité cardio-respiratoire. Ça entraîne un renforcement de la masse musculaire, une réduction de la masse grasse. Donc, il y a quand même, on ressent moins de fatigue en pratiquant une activité d'intensité modérée et régulière. Donc, effectivement, il y a les 30 minutes d'activité physique quotidienne qui est préconisée au niveau du national et dans pratiquement tous les parcours. On remarque moins de troubles dépressifs et ce qui entraîne aussi une meilleure estime de soi et de l'image que nous pouvons avoir. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, toujours dans l'activité physique, le panier de soins de support, nous avons en prévision sur l'année 2025, donc alors soit de s'approprier le portail de ressources des soins oncologiques, donc de support, soit d'en créer un régional, donc un annuaire régional du sport, santé et bien-être, donc qui permettra une meilleure visibilité des organisations associatives, donc du milieu associatif, proposant des activités physiques et sportives et surtout l'activité physique adaptée pour les patients atteints de cancer. Donc, ça permettra effectivement aux personnes malades, mais pas que. Ça s'adresse aussi au premier recours, donc aux professionnels de santé, voir ce qui se fait sur le territoire. Slide suivante. Donc, la déclinaison de l'offre APA sur le territoire. Donc, nous sommes forts de 2 maisons sport santé. Donc là, vous pouvez voir les implantations fixes et mobiles. Donc, nous avons dans la région de Bastia, donc du 2B, la Spa du Sport Salute Benista, et qui est habilitée
par nos soins et la Drages depuis 2018. Donc, ce que vous voyez, les flèches en bleu, ce sont des permanences fixes et ce qui est en orange, ce sont les permanences mobiles. Donc, cette carte est amenée à évoluer pour l'année 2025. Vous les retrouvez sur le site de l'ARS de Corse, donc avec les adresses et numéros de téléphone. Et donc, nous avons sur le 2A, nous avons la maison sport santé de Valicil, donc qui est très nouvellement habilitée, donc toujours ARS Drages depuis 2024. Alors, les leviers de l'activité physique adaptée en Corse. Donc, comme je le disais, c'est un partenariat très fort entre l'ARS et la Drages. Ça nous permet d'avoir une cartographie assez exhaustive de l'offre APA puisqu'ils sont obligés d'avoir une carte professionnelle. Donc, ils sont référencés auprès de la Drages. Et donc, nous avons une liste quand même assez exhaustive des éducateurs, des kinés APA. Alors, nous utilisons beaucoup comme levier les appels à projets, donc multipartenarial, sport, santé et bien-être. En fait, ça permet le déploiement d'actions de promotion et de prévention qui amènent à une meilleure santé. Donc, qui candidatent, nous avons des MSP, des ESP, mais le milieu associatif, des clubs sportifs. Qui permet ce déploiement de l'activité physique adaptée. Nous avons aussi comme levier des contrats locaux de santé, donc qui permettent la valorisation de ce qui est déjà fait, mais aussi qui permet l'extension du déploiement de ces actions donc en interaction avec les communautés, avec les communes, mais surtout les besoins de ces mêmes communes. Slide suivante. Donc, nous avons des conventions de partenariat donc entre les maisons sport santé, les ligues contre le cancer. Donc, ce qui amène l'exemple convention de partenariat avec la société ajaxienne d'escrime, Solution Riposte. Donc, ça, c'est un partenariat ça fait maintenant quelques années qu'il y a cette association d'escrime qui effectue des ateliers pour les personnes atteintes d'un cancer du sein, hein, puisque c'est beaucoup de femmes font appel à cette association. Et donc, il y a un partenariat qui est fait entre la MSS et la Ligue contre le cancer 2A. Et nous avons une étude, excusez-moi si on peut revenir voilà, une étude de la maison sport santé du 2A sur un parcours sport santé réhabilitation post-cancer. Donc normalement, il doit y avoir Ilenia qui est connectée, donc c'est notre coordinatrice hein, de la maison sport santé 2A. Et donc qui a effectué donc cette petite étude du parcours sport santé. Slide suivante. Donc le déploiement de l'APA en Corse, donc les MSS et surtout leur réseau. Donc il faut voir les MSS nous comme un dispositif. Hein. Ce sont vraiment les portes d'entrée à un retour à l'activité physique, mais surtout à l'activité physique adaptée. Donc, en passant par un bilan, et souvent, il y a le suivi des ateliers passerelles. Donc, les ateliers passerelles, c'est en fait le lien entre la maison sport santé et le milieu, je dirais, sportif. Donc, le milieu associatif, mais aussi les clubs sportifs. Donc, un réseau associatif et sportif important, donc qui répondent à des... On a fermé l'accès parce qu'on n'a pas de rendez-vous d'ici fin décembre. Donc, on va le réactiver. Excusez-moi, les personnes qui n'ont pas coupé leur micro, s'il vous plaît. J'essaye de couper les micros de tout le monde, mais veillez à bien couper votre micro. Merci beaucoup.
Donc, je reprends un réseau associatif et sportif important, donc répondant à des cahiers des charges. Hein, donc, les maisons sport santé, donc quand ils candidatent à un appel à projet pour devenir maison sport santé, donc il y a bien un cahier des charges très précis. Et donc, dans nos appels à projet, il y a effectivement aussi un cahier des charges. Donc, quand on subventionne, ça veut dire qu'il rentre dans pratiquement toutes les catégories du cahier des charges que nous avons. Donc, ça permet donc le déploiement sur le territoire, donc dans les villes, dans le milieu rural. Donc, nous avons les ligues contre le cancer, les maisons de santé pluridisciplinaires et les clubs sportifs. Donc, ça offre ainsi des ateliers, des cours, des actions de sensibilisation. Donc, il y en a quand même pas mal sur le territoire, vers et pour un public fragilisé par la maladie, sédentaire, alors soit qu'ils le sont, soit qu'ils le deviennent, et donc en manque d'autonomie, précaire et souvent isolé. Slide suivante. Donc là, je vous présente les journées qui sont organisées par nos 2 maisons sport santé. Donc, ces journées, c'est pour se faire connaître hein, auprès du public, mais aussi auprès des professionnels de santé pour qu'eux-mêmes voient aux maisons sport santé un levier pour leurs patients. Donc là, c'est samedi prochain au musée de Bastia, donc la maison sport santé du 2B qui effectue une conférence, donc bouger avec ou sans ordonnance, suivie d'une marche pour tous dans les rues de Bastia. Slide suivante. Donc voilà, donc colloque bouger avec ou sans ordonnance. Donc c'est pour encourager la pratique régulière d'une activité physique. Il va y avoir un état des lieux de la pratique physique et sportive en Corse, des présentations, des témoignages et des démonstrations innovantes qui seront proposées et une marche pour tous dans les rues de Bastia, comme je voulais préciser. Voilà, ça c'est donc la journée de la maison sport santé 2A, donc de Valicé, qui sera le 18 janvier 2025. Donc, elle se produira au CSJC. Et donc, c'est sous forme de festival. Donc, les thématiques étaient libres. C'était les maisons sport santé ont les thématiques de leur journée. Donc, toujours pour but hein, de se faire connaître auprès du public et des professionnels de santé. Slide suivante. Donc voilà, donc mettre la santé en mouvement. Une journée dédiée au sport santé en Corse. Donc l'objectif est de favoriser l'activité physique adaptée à chacun en partenariat avec les professionnels de santé et les associations locales. Des ateliers interactifs, des conférences et des animations ludiques pour sensibiliser à l'importance de l'activité physique et le bien-être au quotidien. Ouvert aux usagers, aux professionnels, cet événement mettra également en lumière les initiatives locales en faveur de la santé active. Donc voilà ce que proposent nos 2 maisons sport santé. Slide suivante. Voilà, je vous ai mis les coordonnées donc, de nos 2 maisons sport santé, mais vous les trouverez aussi sur le site internet de l'ARS Corse, donc avec leur permanence fixe et mobile, sachant qu'en 2025, ces listes vont évoluer. Et j'en ai terminé. Un grand merci à vous pour votre intervention. Et je vois que nous avons une question de Madame Schulz-Vartagnan. Allez-y. Alors, activez votre micro si vous souhaitez parler. Bonjour, je représente le comité de la Corse du Sud. Je voulais simplement poser une question par rapport à ces 2 marches, aussi bien en Haute-Corse qu'en Corse du Sud. Est-ce que nous, on va être aussi, les ligues vont être associées à ces marches, puisque ça concerne les soins de support et que, voilà, poser la Alors, question. écoutez, moi, je vous y invite.
En l'occurrence, les maisons sport santé ont essayé de communiquer un maximum, mais peut-être vous n'étiez pas dans la boucle. Et dans ce cas-là, si vous voulez bien me faire passer vos coordonnées et je vous y invite. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont essayé de communiquer un maximum, mais peut-être que ça n'a pas touché l'ensemble du territoire. Oui, c'est dommage parce que c'est soins de support. Donc, vu qu'on rentre dans le pool des soins de support, je trouve que ce serait sympa, quoi, au moins d'avoir la Ben, proposition. il n'y a pas de souci. Faites-moi parvenir vos coordonnées et je vous envoie ça. Très bien, merci. Beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas en tout cas. Voilà. Nous allons pouvoir avoir l'intervenant suivant qui est la CPTS du pôle santé Champs-sur-Valgaudemar. Est-ce que Madame Tarboriec, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et vous allez pouvoir nous faire une présentation tournée sur l'activité physique adaptée sur votre CPTS. Oui, alors donc nous on est donc le pôle santé Champs-sur-Valgaudemar, c'est une association qui œuvre dans la prévention en santé depuis 2013 et on a été labellisé en 2019 CPTS, donc Communauté professionnelle territoriale de santé, et également Maison Sport Santé la même année. Donc on a cette double casquette qui fait qu'on a pu donc coordonner un parcours post-cancer depuis je ne sais plus quelle année, mais le premier, depuis la première vague de labellisation. Donc, 2021. Ouais, voilà, merci. Donc, juste pour présenter rapidement le territoire, nous, on est un petit territoire rural de montagne. Donc, on fait partie des petites structures non hospitalières de villes, enfin de villes très rurales dont vous parliez tout à l'heure, qui peinent à avoir de la file active. Mais on est vraiment convaincus de l'intérêt de ce parcours au plus près des patients, donc on persévère. Donc c'est pour ça aujourd'hui je ne vais pas faire spécialement un retour d'expérience sur le parcours à proprement parler, mais plus sur l'activité physique. Voilà. Du coup, sur notre territoire, donc vous avez peut-être pu lire déjà sur la slide, mais on a une faible densité de population, des hameaux très excentrés, beaucoup de routes pour parvenir aux structures de santé. Donc c'est une problématique assez importante. Par contre, on a des professionnels de santé très dynamiques. Donc on a 18 médecins généralistes qui sont tous adhérents à la CPTS, 3 maisons de santé, 2 cabinets de montagne. Qui pareil sont adhérents, 2 diététiciennes, une psychologue et donc une maison sport santé. Donc sur la maison sport santé, j'aurais peut-être ajouté quelques données sur PACA. Et merci pour ce topo en Corse, c'était chouette. Sur PACA Corse, donc peut-être la Corse en fait partie, mais on a un réseau, un centre de ressources qui s'appelle Azur Sport Santé, et du coup c'est assez structuré. Donc les maisons de sport santé, on répond vraiment à un cadre, à un cahier des charges national qui permet qui demande d'accueillir sur les territoires les personnes, de pouvoir les orienter, les informer sur les activités qui existent et sur les parcours qui existent. Donc, on peut aussi être un support d'orientation vers ce parcours et ça nous est arrivé d'avoir des personnes qui arrivent, qui sont en post-traitement, qui veulent reprendre une activité physique et finalement, on les oriente sur le parcours. Voilà, et voilà. Et par rapport au référencement, je voulais te dire juste un tout petit mot sur le site qui s'appelle Mon Sport Santé PACA, qui est donc un référencement régional des structures sportives qui proposent des activités sport santé bien-être, qui est en cours de refondement, mais qui devrait être un outil assez intéressant pour connaître toutes les activités du territoire PACA qui permet la prise en charge en activité physique adaptée pour les personnes. Donc ça, c'est vraiment un site qui est où il y a une entrée médecin, une entrée population et une entrée intervenant en activité physique. Et voilà, Mon Sport Santé PACA, ça s'appelle. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc nous, depuis 2021, on met en œuvre le parcours qu'on a appelé Nouvel Élan. En 2024, on a inclus 10 patients
On n'a jamais fait autant. Donc, 3 bilans psychologiques, 7 bilans diététiques et 6 bilans en activité physique adaptée. Voilà, et 32 séances de suivi prescrites. Donc, on peut remarquer que les séances en diététique, elles n'ont pas été toutes faites encore, mais on remarque chaque année que c'est pareil. Les séances diététiques, elles sont beaucoup plus lentes à être faites que les séances psychologues. Et voilà, on peut passer à la slide suivante. Et en fait, nous, ce parcours depuis le début, on souhaitait justement, on se questionnait sur pourquoi on ne pouvait pas prendre en charge justement les personnes en activité physique derrière, parce qu'on leur faisait un bilan et après. Et donc, on a surfé sur une opportunité de financement régional pour expérimenter sur 5 personnes pour une prise en charge de 10 séances individuelles d'APA. Donc, on a pu faire ça cette année. Suite au bilan initial dans le cadre du parcours, on a pu prendre en charge ces personnes en séance individuelle, à domicile parfois, pour les personnes les plus éloignées et les moins mobiles, avec un bilan final, donc à la suite de ces séances, qui a permis, qui a permis la plupart du temps d'orienter ces personnes vers une activité physique plus pérenne. Donc, on a pris en charge en fait 6 personnes parce qu'on a une personne qui n'a voulu faire que 5 séances. Du coup, on a fait bénéficier des 5 autres séances à une autre personne. Voilà. On peut passer à la suivante. Voilà, j'ai mis 2 exemples sur ces personnes-là pour voir un petit peu la typologie des personnes qu'on peut avoir et surtout d'appuyer sur le pourquoi c'est bénéfique, ces séances individuelles plutôt que des séances collectives en club ou même en atelier passerelle, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont en général suivi un parcours de soins assez lourd et semé d'embûches et qui ont besoin de calme et de sérénité. Et donc, la prise en charge individuelle, elle comporte quand même beaucoup d'avantages à cet égard-là. Donc, voilà, l'exemple d'une personne qui avait donc subi une perte de poids très importante suite à un cancer du sein avec un trauma psychologique assez important, mais qui voulait entendre parler ni de diététicienne, ni de psychologue. Elle voulait pas. C'était pas possible. Elle en avait vu trop. Je sais pas ce qui se... Enfin, bref. Et elle avait accepté juste 5 séances, pas plus, d'activité physique adaptée pour voir. Et donc, on a fait ça chez elle parce qu'elle voulait absolument pas avoir à se déplacer pour ça. Elle voulait pas sortir de chez elle. Donc, on a fait 5 séances individuelles. À partir de la 3e séance, on a pu commencer à parler d'activités en groupe. Et à la 4e séance, elle m'a dit « Ok, je vais m'inscrire à votre groupe passerelle. » Donc, qui sont les programmes qu'on met en place avec la Maison Sport Santé, des ateliers passerelles où on est... c'est pluripathologie, c'est toute pathologie confondue, mais c'est des petits groupes pris en charge par un enseignant en activité physique adaptée et donc très individualisé. Donc, elle a accepté d'y participer. Elle a fait un programme de 3 mois et elle a repris le travail après. Voilà. Et donc, le deuxième exemple, c'est plus l'exemple d'une dame qui a eu des traitements chirurgicaux très, très invasifs et qui se sentait très, très diminuée et n'avait pas envie d'être un frein pour un groupe, mais ressentait très fort le besoin de faire de l'activité physique. Et donc, elle était très contente de trouver ces séances et de trouver un endroit un petit peu privilégié pour partager ces expériences assez lourdes qu'elle n'avait pas envie de faire vivre à ses proches. Voilà. Donc, voilà, on peut passer à la slide suivante. C'était vraiment quelques exemples pour imager la prise en charge. Et donc, sur les bénéfices constatés, bien évidemment, il y a la reprise physique ciblée progressive qui permet un gain de conditions physiques un peu plus important que en groupe parce que c'est ciblé, individualisé. On passe au-delà du frein du regard de l'autre, c'est-à-dire que la personne ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on va dire de moi, est-ce que je vais freiner le groupe, est-ce que, comment ça va se passer si j'y arrive pas et si machin, enfin voilà, ça freine un peu ça. Voilà, ça permet une meilleure adaptation aux limitations de la personne. On peut vraiment switcher si la personne aujourd'hui elle est fatiguée, on va faire tout autre chose et enfin voilà, on a une meilleure adaptation.
On a noté vraiment une reprise de confiance en soi et de sentiment de capacité assez important en individuel qui fait qu'au bout d'un moment, les gens eux-mêmes ont envie de retourner dans un groupe, quoi, et se sentent capables d'aller en groupe. Et la plus-value, je trouve, à être Maison Sport Santé dans tout ça, c'est qu'on a aussi le côté connaissance du réseau des clubs du territoire, connaissance, enfin voilà, et possibilité d'orienter les personnes vers des activités plus pérennes. Donc, on a vraiment cette double casquette qui s'apparente un peu à de l'éducation thérapeutique vers l'activité physique, c'est-à-dire qu'on on est à peu près tous formés à l'éducation thérapeutique aussi, donc on a vraiment cette casquette-là d'aller vers l'extérieur, vers le milieu ordinaire. Voilà, en tant que maison sport santé. Et les limites, c'est que c'est une action qui est quand même assez coûteuse financièrement, puisque nous, particulièrement en zone rurale, pour se déplacer chez les gens, ça fait beaucoup de temps de transport et de frais de transport. Malheureusement, cette année, il n'y aura pas de reconduction en 2025 possible, puisque les financements régionaux alloués à l'activité physique sur le plan post-cancer n'ont pas été reconduits. Voilà. Donc, pour conclure, nous, ça nous a permis même si on n'a pas pris en charge non plus énormément de personnes, ça nous a permis vraiment de voir l'aspect qualitatif de la prise en charge. Oui, c'est seulement 6 personnes, mais c'est 6 personnes qui en avaient vraiment besoin. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, est très, très utile. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si... Merci beaucoup. Si, je voulais dire un tout petit mot sur la coordination ville-hôpital, pareil, où ça nous semble très, très important et où on voit les limites par rapport à l'orientation sur le parcours. Étant une zone rurale excentrée, le centre hospitalier le plus proche n'est pas le seul centre hospitalier. Nous, on a beaucoup de personnes qui sont suivies à Marseille. Et là, pour le coup, c'est de l'ordre de l'impossible, la communication entre les hôpitaux à Marseille et notre parcours post-cancer. Avec l'hôpital de Gap, on commence un petit peu, mais voilà, il y a vraiment ce lien-là à étoffer, effectivement. Quand vous dites que c'est de l'ordre de l'impossible, est-ce que vous pourriez étayer un tout petit peu, peut-être? C'est-à-dire que, c'est pas de l'ordre de l'impossible, j'ai dit ça peut-être, c'est la seule formulation que j'ai trouvée, mais c'est très difficile. Ça m'est arrivé d'appeler... je crois qu'une fois pour une personne, j'ai essayé d'appeler, je sais plus, et d'essayer de créer du lien, mais c'était, il faut, ça demande un travail de structurer ça et de créer des automatismes d'orientation, quoi, entre les structures hospitalières et les parcours de ville. C'est-à-dire qu'ils ont l'information, ils acceptent l'information, ils trouvent ça très bien, mais c'est pas automatisé. Le passage de l'information des soignants aux patients n'est pas automatisé et du coup, l'information se perd assez rapidement. Donc, vous, la problématique se passe au niveau d'avoir une prescription de cet établissement, On n'a aucune prescription des hôpitaux. D'accord. Après, c'est vous qui vous voyez des patients en bénéficier, mais qui arrivent sans prescription et qui ont été pris en charge sur Marseille, par exemple. C'est bien ça, hein? Oui. Sachant que, on le rappelle, ce parcours peut être une prescription du médecin traitant du patient. Oui, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Mais on a quelques médecins qui sont assez prescripteurs de ce parcours. Et je pense que c'est moitié-moitié. C'est moitié des personnes qui arrivent avec déjà la prescription. Et le reste, c'est des personnes qui viennent parce qu'on est CPTS et qu'on propose des actions pour la population en nutrition, qui viennent par d'autres biais. Et qui, du coup, de fil en aiguille, entendent, c'est nous qui leur parlons de ce parcours et qui, après, elles vont, vers leur médecin généraliste. Oui, tout à fait. Alors, je vois qu'il y a des mains levées. On va commencer par la première qui est par Madame, alors j'ai plus le nom qui s'affiche, Schulz-Vartanian. Allez-y.
Oui, bonjour. Oui, c'est encore le Bonjour. comité de la Corse du Sud. Alors, pour info, on est dans le même cas que Véronique. Je vois pas le nom de famille, donc je me permets de dire le prénom. On a des soins de support, bien sûr, mais on n'a pas de prescription de médecin. Les gens viennent parce qu'ils ont, pardon, vu l'information à l'hôpital de Castellucci sur Ajaccio, mais et parce qu'on fait nous notre pub sur nos réseaux sociaux, mais on n'a absolument aucune prescription de soins de support. À ce moment-là, il ne faut vraiment pas hésiter hein, à imprimer la fiche de prescription qui est à votre disposition pour que le patient puisse la présenter à son médecin et revenir après vers vous. Alors, ce n'est pas l'idéal hein, pour le patient parce qu'il y a un aller-retour supplémentaire, mais il ne faut vraiment pas hésiter. Je pense que c'est comme ça que vous faites aussi également, non? Non, même des fois, je double le... Pardon, je ne sais pas si c'était pour moi la question. Non, non, mais allez-y, c'est fait pour échanger. Hein. Parfois même, on imprime la prescription qu'on donne à la personne et on envoie un mail, et j'envoie un mail au médecin en plus en lui disant que j'ai orienté cette personne et je lui renvoie aussi la prescription. D'accord, bah c'est parfait. L'information arrive du coup. Et j'ai une question de Madame Duchemin, Sylvie, qui demande est-ce que vous avez des patients adressés par les médecins du CHICAS? Je crois pas, Madame Duchemin. Peut-être qu'il faudrait savoir, peut-être que certains peut-être une ou deux ont eu l'info là-bas, en ont eu entendu parler parce qu'il y avait, on avait transmis des flyers à l'hôpital, mais on n'a pas de prescription médicale, non, pas à ma connaissance. Je ne sais pas si Sylvie, vous voudrez réagir. On va laisser le temps. En attendant, je vois que nous avons C'est trop une bien, on question fait le lien ville-hôpital en direct. Exactement, mais c'est fait pour ça cette année. J'ai pas assez insisté là-dessus, mais on avait invité également les cellules de coordination en cancérologie à se joindre à nous, et ça permet justement de créer, s'il n'y ait pas ce lien ville-hôpital. Donc, faut pas hésiter à poser vos questions. Alors, malheureusement, je pense que tous les 3C n'ont pas pu se libérer, mais en tout cas, il faut en profiter. Je vois que nous avons une question de Madame Tubette-Colonna. Alors, c'est Allez-y. pas une... Oui, vous m'entendez? Oui. Donc, c'est pas une question, c'était pour préciser en fait que il va y avoir une convention de partenariat entre la Maison Sport Santé Val-Licce et le service d'oncologie donc de Castellucci pour l'activité physique adaptée donc pour 2025. Donc, c'est en prévision de la nouvelle année. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, si nous n'avons pas d'autres réactions, nous allons pouvoir continuer. Et un grand merci à toutes les deux, Madame Tubette-Colonna et Madame Tarbouriage, pour votre intervention. Merci à vous. Alors maintenant, nous allons pouvoir passer au retour d'expérience de 4 structures labellisées. Donc, chaque année, nous donnons l'opportunité aux structures labellisées de répondre à un appel à communication pour pouvoir échanger autour du déploiement du parcours mis en place au sein de leur structure, les freins, si elles en ont, les points positifs. Et vraiment, c'est une opportunité pour nous aujourd'hui de pouvoir échanger encore et encore. Donc, il y aura 4 structures aujourd'hui. C'est l'hôpital européen, le centre hospitalier d'Avignon, la CPTS, je vois qu'il y a une petite erreur, CPTS de Balagne, et l'association santé assistance service qui vont intervenir. Il y aura à peu près à chaque fois 5 minutes d'intervention et on laisse place aux échanges, à peu près 5 minutes. On va faire comme ça pour chaque structure labellisée. Donc, nous allons pouvoir commencer avec Madame Catherine Boulmier pour l'hôpital européen. Est-ce que Cathy, tu es là? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Alors, c'est à toi. Merci. Donc, je vais vous présenter le parcours à l'hôpital européen. Ce parcours existe et a été mis en place depuis novembre 2021 et plus de 250 patients ont pu être inclus à ce jour. Nous avons choisi de renommer ce parcours le parcours post-care. Voilà, diapo suivante, s'il te plaît. Donc, il a fallu évidemment communiquer au départ. On a fait de l'affichage dans l'établissement. On a communiqué sur les réseaux sociaux, via le site internet aussi de l'hôpital. On a mis en place des flyers
Et puis surtout, lorsqu'il y a des RCP, on rappelle aux médecins qui présentent les cas des patients que dans le cadre de la surveillance, c'est bien de proposer ce parcours. Il y a aussi une organisation interne qui a été mise en place avec des réunions régulières de l'équipe du parcours. Une proposition faite aux patients de regrouper les bilans et les consultations quand c'est possible, de manière à ce que le patient vienne le moins possible sur la structure. Il y a aussi une proposition de suivi à distance par télésoin. Et puis, on a regroupé les consultations du post-care au niveau du module des consultations pour éviter notamment à nos patients de revenir dans les services où ils ont été traités. Diapo suivante. Donc, les difficultés rencontrées, quelques patients, en effet, sont gênés par le fait de revenir sur la structure où ils ont été traités. Dans le cas d'un parcours avec 3 bilans, les 2 consultations de suivi seulement peuvent se révéler insuffisantes. La limite de 1 an après la fin du dernier traitement pour inclure les patients semble un petit peu juste. L'accès possible à ce parcours est limité à 1 fois par patient. Ce qui est compliqué aussi, c'est la lisibilité du parcours en externe, malgré toutes les campagnes de communication. Et puis, quelquefois, on a un souci avec la barrière de la langue pour certains patients. Diapo suivante. Donc là, un petit retour d'expérience de nos intervenants en soins de support. En ce qui concerne la diététique, elle travaille beaucoup sur la prévention de la récidive du cancer par l'alimentation, en motivant le patient au changement de comportement alimentaire. Alors, les problématiques souvent rencontrées sont la prise de poids sous hormonaux. En ce qui concerne l'activité physique adaptée, les patients apprécient beaucoup cette aide à se remotiver et à reprendre donc cette activité physique régulière en sécurité. Elles retrouvent souvent des difficultés d'acceptation de la modification du schéma corporel ou de l'autonomie physique de la personne. Et puis, pour notre psychologue, elle travaille beaucoup sur l'image de soi, la perception du soi qui sont souvent altérées, la remise en question du soutien social. Voilà quelques exemples. Diapo suivante. Donc, à la suite du bilan APA, notre intervenante redirige les patients soit vers une association proche du domicile du patient, soit vers le programme CAPA, qui est un programme en activité physique adaptée qui a été mis en place à l'hôpital européen. Et puis, à la fin de la prise en charge psychologique, l'intervenante, donc la psychologue, peut rediriger aussi vers le réseau ILUP. Diapo suivante. Voilà. Donc, l'effort du dispositif, c'est la prise en charge qui est financée sans facturation aux patients. Ce parcours est complémentaire donc, du suivi médical proposé aux patients dans le cadre de la surveillance post-thérapeutique. Il est important aussi de rappeler que ce parcours est accessible non seulement aux patients de l'hôpital européen, mais aussi aux patients qui ont suivi leur traitement dans d'autres structures. Et donc, c'est une véritable valeur ajoutée au parcours patient en cancérologie de notre établissement. Merci. Merci beaucoup à toi surtout. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation que vient de nous faire Catherine Bouloumier pour l'hôpital européen? N'hésitez pas, hein, on est là pour échanger entre nous, pour en profiter. Petite question. Allez-y, allez-y. Bonjour. Bonjour, Ahmed Rika, oncologie médicale à Mémar. On est à Clinique Mémar en ce moment un peu archaïque dans les soins de support, surtout post-cancer. Donc, on a beaucoup de projets à mettre en place. Mais une petite question sur la facturation. Quand vous dites qu'il n'y a pas de facturation aux patients, je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard, je n'ai pas suivi depuis le départ. De principe, tous les soins de support sont financés par la Sécu ou il y a un financement spécifique? Non. Là, c'est dans le cadre du parcours post-cancer, donc je parle sous contrôle d'OD et de l'ARS. Il y a un financement, ce parcours est pris en charge par l'ARS. Donc, évidemment qu'il y a un coût, mais qui
qui ne revient pas du tout au patient. Le patient bénéficie des bilans et des séances de façon gratuite, entre guillemets, mais voilà, c'est financé par l'ARS. En cours. D'accord. Et le financement est accordé aux institutions directement? Aux structures labellisées pour ces parcours. D'accord. Alors, j'en profite pour vous dire que, bonjour docteur Prika, nous allons avoir une intervention de la CPTS de Balagne, qui est une structure labellisée. Je pense que ça vous permettra de peut-être mieux appréhender le parcours après. D'accord. Ok. Merci. Ok. Voilà. Je suis accompagné de Madame Lolgarde, qui est la cadre de santé en oncologie également. Parfait. Merci beaucoup de votre présence. Je vois que nous avons une demande de docteur Dominique Timéon. Allez-y. Oui, Je pense que désolée, vous souhaitez du coup, je voulais intervenir par rapport à l'intervention que nous venons d'avoir. Voilà, tout à fait. Alors déjà, j'en profite puisqu'il y a le docteur Frika, mais je voulais demander à la personne de l'hôpital européen comment vous assurez aussi le suivi par rapport aux médecins traitants. Est-ce que vous envoyez un compte rendu en disant votre patient a été suivi dans le cadre des soins post-cancer et il y a telle et telle chose sur lesquelles vous avez un suivi à faire? Oui. Et voilà, merci de votre réponse parce qu'on n'a pas ça du tout. Voilà. Et est-ce que du coup, je voulais en rebondir sur l'intervention d'avant aussi sur le sport santé, mais j'en parlerai pendant mon intervention. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les oncologues et les radiothérapeutes, c'est un petit compte rendu au médecin traitant en disant votre patient a terminé ses soins actifs et maintenant, voilà, vous pouvez aussi enclencher autre chose. Et bien souvent, ces patients nous échappent en tant que médecin généraliste. Moi, je suis médecin généraliste dans une MSP, présidente de CPTS. Et voilà, par exemple, le docteur Frika n'est pas au courant que sur la Balagne, on a des soins post-cancer. Alors qu'en fait, on est, la structure labellisée et sur la Haute-Corse, donc on est 2 structures labellisées. Donc, vous avez la Ligue contre le cancer qui est labellisée sur ces soins post-cancer et qui est aussi, qui intervient dans vos locaux, docteur Frika. Alors, c'est un peu dommage, la communication qui passe pas. Et voilà. Non, mais je pense qu'il y a un ensemble de facteurs. Il y a un manque de bras chez les médecins. Il y a une direction qui était un peu au ralenti, qui va essayer d'accélérer avec l'arrivée de nouvelles personnes ici à la clinique Mémard. Mais il y a également un manque de communication, je dirais une éclipse de la Ligue contre le cancer qu'on n'a pas rencontrée depuis des mois et des mois. Donc il y a tout ça à remettre en place pour pouvoir construire un projet autour des soins de support ici. Et on est ouvert à toutes les bonnes propositions. Et la Ligue, elle vient de voir souvent. Je les vois souvent. Catherine, est-ce que tu souhaitais intervenir? Alors, juste pour répondre à la question qui m'a été posée, en effet, à la fin du parcours, il y a un courrier qui est adressé au médecin traitant pour lui faire un compte rendu du parcours suivi par son patient. Parfait. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Il y a Madame Anne-Caroline Fleury qui a posé une question sur le chat. J'avais compris que le parcours global était ville-orienté. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que sur tout ce parcours, il y a une réelle volonté à ce que le patient puisse être pris en charge au plus proche de son domicile. Après, si par exemple un établissement de santé est proche et plus facile d'accès pour le patient, ça prendra sens qu'il ira plutôt dans l'établissement de santé dans lequel il a été pris en charge. Enfin, c'est vraiment dépendant du patient après qui choisit où il souhaite faire sa prise en charge. Je ne sais pas si Cathy, tu souhaites apporter des précisions. Oui. Pour nos patients qui sont éloignés, je les aide à trouver une structure proche de chez eux. Après, ce qui est compliqué et ce que je n'ai pas dit, c'est que, mais ça, le docteur Crétel en a parlé, il n'y a pas de banc de transport possible pour le parcours et quelquefois, c'est embêtant. Dernièrement, j'ai eu une patiente qui, du coup, n'a pas pu rentrer dans notre parcours parce qu'on ne peut pas lui faire de banc de transport. Et elle n'avait pas de structure labellisée proche de chez elle? Non. Elle est trop éloignée de... C'est pas... Là, la problématique, c'est qu'elle ne peut pas aller de son domicile à la structure parce qu'elle n'a pas de bon de transport. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on avait souligné également dans les freins pour ce parcours.
Et je pense que c'est important de travailler là-dessus parce que c'est quand même dommage de refuser cet accès, surtout que cette dame était très contente qu'on lui propose d'adhérer à ce parcours. L'oncologue lui en avait parlé et puis bon, voilà. Après, certaines structures arrivent à faire que quand il y ait des consultations, du coup, enfin, ça demande une coordination importante. Complètement. Mais voilà, que la consultation qui sera prise en charge permet également de pouvoir bénéficier des soins de support sur ce même temps. Mais bon. Exactement. Oui, 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 oui. Mais quand il y a une surveillance, par exemple, tous les 6 mois, il faut qu'elle attende 6 mois pour revenir, mais tout à fait, hein, on Oui, réfléchit. et après, c'est vrai qu'en faisant ça, on ne répond pas, comme on le disait il y a 5 minutes, aux besoins par rapport à ce parcours où on dit que c'est vraiment au plus proche du domicile du patient dès que c'est possible. Donc, c'est vrai que Voilà. Mais même la structure la plus proche, en tout cas dans son cas, de toute façon, elle ne peut pas s'y rendre. Donc, oui, voilà. tout à fait. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous allons pouvoir passer à la suite avec l'intervention du Centre hospitalier d'Avignon avec Madame Triboli qui est là, Laurence. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Allez, Allez-y. parfait. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis là pour vous présenter le retour d'expérience au sein du Centre hospitalier d'Avignon. Donc, nous avons commencé le PACU fin 2021. Entre 2022 et 2023, nous avons assisté à une chute très importante du nombre de prescriptions médicales, en partie due au manque de temps des médecins à consacrer à l'explication du parcours en consultation. Donc, une réorganisation s'est imposée à nous pour faire perdurer le PACU, le parcours après cancer. Enfin, oui, je vais vous expliquer un peu les chiffres. Donc, en fait, comme vous pouvez le constater, en 2023, on a vraiment perdu, on est passé de 87 prescriptions à 49. Et vraiment, ça ne pouvait pas durer. Donc, en février 2024, nous nous sommes réorganisés. Donc, on va voir la diapo suivante. Alors, comment on s'est réorganisé? Le principal problème, c'est, comme je viens de le dire, le manque de temps pour le médecin. Donc, nous avons proposé une organisation, tout part du médecin, toujours. Le médecin transmet les coordonnées du patient à la secrétaire, moi en l'occurrence, donc nom, prénom et date de naissance. La secrétaire se charge d'appeler le patient. Elle fait avec lui ou avec elle, voilà, elle fait le besoin et l'envie du patient. Elle établit la prescription médicale qu'elle fait signer au médecin et qu'elle récupère. Et cette prescription médicale est ensuite transmise à l'association CQVD, Cancer Qualité de Vie à Domicile, avec qui nous travaillons, qui, elle, se charge de mettre en relation le patient avec les professionnels de santé libéraux. Une fois, si le parcours est débuté, enfin, si le parcours n'est pas débuté, ben, je classe le document, le dossier, et si le parcours est débuté, eh bien, je récupérerai les comptes rendus et j'aiderai à la facturation. Donc ça, c'est notre nouvelle organisation qui est quand même plutôt bien cadrée et qui marche plutôt bien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Grâce à cette réorganisation, nous avons pu faire 93 prescriptions médicales en 2024, 44 monsieur et 49 dames, pardon. Nous avons commencé 31 parcours, nous avons terminé 15 parcours, nous avons eu 17 parcours refusés ou transférés à d'autres structures. On a encore 24 parcours qui n'ont pas commencé et 6 parcours qui sont en attente, soit parce que les patients veulent attendre s'ils ont une hospitalisation qui est prévue, des soins envisagés. Alors, nos difficultés rencontrées, on en a déjà un peu parlé, manque d'adhésion des professionnels libéraux, avec une rémunération qui est peu attractive, des démarches qui sont trop lourdes. C'est, je pense, au sein de l'hôpital d'Avignon, notre principal problème désormais. Nous avons quand même assez peu de professionnels libéraux qui participent. Par exemple, nous avons 5 diététiciennes, nous avons 6 psychologues et nous avons par contre 11 enseignants à part.
Ouais. Nous avons aussi une difficulté pour les patients qui ont du mal à faire des démarches, notamment au niveau psychologique, où c'est à eux de prendre rendez-vous directement. Donc ça, des fois, ils ont un peu des difficultés à ça. Ensuite, comme nous l'avons déjà aussi évoqué, il y a une demande d'élargissement de soins, des séances d'APA, de sophrologue. Et une difficulté que nous avons, c'est aussi le remplissage du questionnaire un an après. Lorsque moi, j'appelle les patients un an après, c'est vrai qu'ils sont moins disposés à me répondre au téléphone. Ils ont, alors pas qu'ils ne se rappellent pas du parcours, mais bon, ils n'ont plus trop envie d'en parler. Voilà. Diapositive suivante. Alors, notre bilan, il est positif pour 2024 avec une belle remontée des prises en charge. Au niveau des pistes d'amélioration, CQVD, notre association avec qui nous travaillons, a effectué une enquête auprès des professionnels libéraux pour comprendre les freins à l'intégration du parcours. Nous avons aussi l'arrivée de nouveaux médecins dans le service qui permettra d'augmenter notre file active, ça on en est certain. On espère en tous les cas. Voilà, le parcours prend du temps si l'on veut qu'il perdure et progresse. Et la satisfaction ressentie par le patient nous conforte dans notre investissement. Le parcours prend du temps. Pour garder la qualité acquise et faire adhérer les patients au parcours actuellement, il est nécessaire de consacrer au minimum, nous avons estimé, au moins 1 heure par patient. Donc, c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Et voilà, il nous faudra également trouver le moyen pour faire adhérer davantage de professionnels libéraux, puisque, comme je le répète, c'est vraiment notre problème actuel principal. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Je pense que vous avez soulevé les problématiques que rencontrent également toutes les autres structures. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres professionnels qui souhaitent s'exprimer suite à votre intervention. Il faut en profiter. Est-ce que d'autres personnes... Oui, pardon. Allez-y, allez-y. Oui, Frika. Petite question. Quel est le nombre de médecins oncologues que vous avez pour avoir, quelle est la taille de votre structure? Le nombre de médecins oncologues? Oncologues ou radiothérapeutes, enfin ceux qui prescrivent. Combien on est à prescrire? C'est bien les spécialistes qui prescrivent, c'est pas Alors, on a un médecin généraliste. Et nos oncologues. J'ai eu quelques médecins généralistes, j'en ai eu 2 ou 3, mais vraiment pour le principal, effectivement, c'est les hématologues où ils sont à peu près 3-4 et les oncologues où ils sont à peu près 3 aussi. On est à peu près dans ces eaux-là pour prescrire. Et nous avons des nouveaux médecins qui vont arriver, qui sont désireux de commencer effectivement aussi le parcours. Je ne sais pas si vous avez des prescriptions des médecins traitants, mais juste pour rebondir sur ce que vous dites, docteur Frika, en tout cas, il faut rappeler que c'est tout à fait possible d'avoir des prescriptions des médecins traitants pour pouvoir bénéficier du parcours, en tout cas. D'accord. Ok, merci. On va dire que nous, comment on fait ces questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Bonjour à tous. Bonjour. Sonia Borel de la maison de santé de Manosque, dans le 04. Bonjour. Voilà, je suis avec Audrey Donza, qui est diététicienne. Et nous sommes installés dans une maison de santé et nous proposons ce programme notamment aux patients qui fréquentent la maison de santé, même si nous avons fait du lien avec les oncologues de l'hôpital de Manosque. C'était pour répondre un peu à la question. Nous, nos prescripteurs sont les médecins traitants en fait de la maison de santé. On a très peu de prescripteurs oncologues qui nous envoient les patients en parcours de soins en post-cancer. Donc c'est même les médecins traitants. Oui, même les médecins traitants de ville, malgré le fait vraiment de tous les avoir sollicités, d'avoir envoyé des courriers à tous les médecins avec l'explication du programme. C'est vraiment les médecins avec qui on travaille au quotidien, les médecins de la maison de santé qui sont nos plus gros prescripteurs de ce programme.
Oui, sans surprise, hein, c'est l'analyse qu'on avait fait par rapport aux données que nous avions des rapports d'activité, où on le voit très bien clairement que les établissements de santé, les prescripteurs sont des oncologues qui travaillent au sein de ces établissements pour la plupart. Et pour les maisons de santé et pour les CPTS, bon, ça va être également des médecins qui travaillent déjà dans ces structures. Et il y a vraiment, je pense, encore un travail de communication à faire pour que le médecin traitant ait cette information-là et également les oncologues d'autres centres, d'autres établissements de santé aient également cette information. On le voit que ça marche souvent dans la structure qui est déjà labellisée et qui a des prescripteurs sur le terrain, mais c'est vrai que peu travaillent avec des prescripteurs extérieurs. Ouais, alors pour en avoir parlé avec eux, c'est pas en termes de communication, puisque, enfin, je veux dire, on est allé les rencontrer. Nous, on est un petit département, on travaille sur un territoire rural, donc on se croise assez régulièrement, on se connaît, donc on se parle assez souvent. C'est pas un problème de communication, je pense que c'est un problème d'imprégnation et de réflexe. C'est-à-dire que quand on leur parle du programme, bien sûr qu'ils le connaissent, bien sûr qu'ils ont les flyers, mais ils n'ont pas ce réflexe d'en parler à leurs patients. Parce que je pense qu'il y a un souci d'imprégnation aussi et que du coup, c'est pas un réflexe pour eux. Mmh. Alors que la connaissance du parcours de ce programme, ils l'ont. Alors, normalement, enfin, je sais que malheureusement, il est peu utilisé, mais nous avons un programme personnalisé de soins qui est maintenant sous la forme d'un livret qui s'appelle Mon parcours de soins, où il y a un PPAC dedans, un programme personnalisé d'après-cancer, où nous avons mis directement les fiches de prescription dans le PPAC du patient. Donc, ce qui permettrait, si à terme l'outil est bien utilisé, que le patient dispose directement de la fiche de prescription dès sa consultation de fin d'annonce. Mais bon, ça met du temps à se mettre en place et il faut que les établissements puissent s'imprégner de cet outil pour l'utiliser au sein de leur service. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être une des solutions pour pouvoir améliorer les prescriptions, le nombre en tout cas. Ok. Merci. Merci. Alors, nous avons eu deux mains levées en même temps. Alors, je crois que c'est Dr Fricka en premier et après, on aura Madame Fleury. Ah non, Madame Fleury, allez-y. Ouais, c'est bon. Anne-Caroline, il faut mettre votre micro. On va y arriver. Non? Ça ne veut pas. Ça y est, j'ai trouvé. Ah, voilà. Oui, non, je confirme que ce n'est pas du tout une question d'information, hein, parce que les médecins ils sont tous informés autour de moi et c'est toujours les mêmes qui prescrivent, donc ce n'est pas une question d'information. C'est une question de pas modifier ses habitudes de prescription et ils ont leur petit trajet et ils ne s'occupent pas de savoir ce qui se passe autour. Je ne vois pas d'autres explications, hein. Les fiches de prescription, ils les ont. Effectivement, quand ils adressent un patient ou quand le patient vient nous voir directement et qu'on renvoie la fiche de prescription après, ça ne change rien. Ils ne vont pas prescrire pour autant derrière. Vous dites, c'est qu'ils ont la fiche de prescription avec eux, mais ne vont pas la remplir, c'est ça? C'est ça, ils ne l'utilisent pas. Enfin, typiquement, j'ai un patient qui arrive, qui a l'information parce qu'il voit la fiche dans le centre de radiothérapie, qui me contacte parce que mes coordonnées sont dessus. Je lui dis, voilà, je vous donne la fiche de prescription, vous la remplissez à votre médecin traitant, je lui donne en plusieurs exemplaires, il en laisse au médecin traitant. Le médecin traitant a l'info, remplit pour le patient en question, mais les autres, ils ne s'en occupent pas, ils ne s'en saisissent pas. Donc, ce n'est pas une question d'information. Je crois que nous avons Dr Zemmour qui a levé la main. Ça pourrait être intéressant peut-être si vous pouvez réagir. Je suis désolée, Dr Zemmour, à son ordinateur qui est complètement déchargé, ça a coupé. Non, c'est bon, je suis là. Je me suis reconnectée à Sia. Pardon. Allez-y. Non, juste pour commenter, en effet, c'est vrai que de toute façon, tout ce qu'on essaye de mettre en place auprès des médecins traitants, auprès des médecins libéraux, il y a un problème de communication,
comment dire, de quantité d'informations. On a trop d'informations quand on est face au patient. Soit on ne pense pas à la ressource vers laquelle on pourrait l'orienter, soit si on y pense, ben, on n'a pas l'outil, on ne pense pas forcément, on ne sait pas forcément comment faire ni où adresser. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de fournir au médecin, lors de sa consultation, ben, les outils les plus... quelque chose qui soit facile d'accès, facile d'utilisation. Donc, c'est dans ce sens-là que l'outil qu'on a proposé, il peut servir à ça. Et si on essaie de le promouvoir, ben, peut-être que ça fera... On peut essayer, nous, de faire une relance côté médecins libéraux URPS médecins, relance mail, mettre l'information sur notre site et de faire en sorte que ben, il faut que l'outil soit disponible sur l'ordinateur et que quand le médecin a le patient en face de lui, il puisse y penser et faire l'adressage rapidement, quoi. Voilà. Donc, en effet, je sais que c'est une question difficile, mais c'est une question que nous, on se pose pour tout un tas d'outils, en fait, pour tout un tas de dispositifs proposés aux médecins pour les prises en charge des patients. Je suis désolée, vous en avez fait la... Pardon? Non, je crois que c'était quelqu'un qui avait déjà laissé. Vous voulez parler, Madame Fleury? Oui, je disais que vous en avez fait la démonstration tout à l'heure de votre outil, mais moi, je trouve qu'il est beaucoup plus long que de remplir la fiche de prescription qui a été faite par Oncopaca. Sur la fiche Oncopaca, il y a un coup de tampon, 3 cases à cocher au pire. C'est beaucoup moins chronophage que ce que vous nous avez montré tout à l'heure. J'entends que c'est un Je outil pense que ça dépend des gens. Il y a peut-être des gens qui vont préférer remplir une prescription papier et il y a peut-être des gens qui vont préférer utiliser un outil en ligne. Après, on ne peut pas faire l'outil universel qui va être utile à tout le monde. Je pense que c'est complémentaire et qu'il faut pouvoir proposer l'ensemble des possibilités si on veut toucher un maximum de prescripteurs. Tout à fait. J'attends de recevoir alors. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que nous puissions passer à l'autre présentation? Je ne pense pas. Alors, nous avons une question de Dr Groffet. N'importe quel médecin peut-il prescrire? Alors, non, justement, et vous n'étiez peut-être pas là dès le début de l'intervention. En fait, au niveau de ce parcours, les prescriptions peuvent être faites soit par le médecin cancérologue, soit par le médecin traitant ou par un pédiatre s'il s'agit d'un enfant. Voilà, donc ce n'est pas tout médecin. Voilà, c'est bien codifié. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, nous allons maintenant passer à l'intervention de la CPTS de Balagne. Docteur Siméon. Ok, merci de me donner la parole. Merci à vous. Voilà, donc du coup, je pense que vous pouvez passer directement donc la première slide. Voilà, donc on a les 3 soins de support qui sont proposés. On a 4 professionnels de santé qui sont engagés dans ce parcours, 2 diététiciennes, une psychologue, une enseignante APA. Et en fait, on a une coordinatrice qui est notre coordinatrice de CPTS qui va agir voilà, de façon assez efficace, justement, slide suivante, pour faire le lien. Vous pouvez passer la slide suivante pour faire le lien donc entre les patients et donc les professionnels. Ça va être vraiment l'interlocuteur unique. Elle va vérifier que le patient est bien éligible. Elle va prendre les premiers renseignements pour l'inclusion dans le tableau de reporting. Elle va mettre en place le parcours en mettant en relation les professionnels et le patient. C'est elle qui va donc aussi donner le questionnaire de satisfaction. Et qui va donc s'occuper de la facturation, bien sûr, des professionnels et qui va alimenter ce parcours patient. S'il y a des ruptures de parcours qui sont signalées par les professionnels, elle va essayer de voir un petit peu voilà, quel était le motif de rupture, etc. Elle va vraiment faire le lien entre les professionnels et les patients. Elle a effectivement, donc elle a aussi un lien avec les centres de soins. C'est elle qui a effectivement envoyé tout le parcours que apparemment le secrétariat du docteur Fricka n'avait pas reçu, mais qu'on a dû envoyer plusieurs fois et en tout cas 1 à 2 fois par an depuis qu'on est labellisé. On est en lien, on va voir après, donc avec aussi les associations de patients, le centre Auto-Énergie donc de Nice qui a une antenne sur Neymar, les centres d'oncologie de Bastia et ceux de Corté. Donc voilà, ça rayonne un petit peu, même si nous, on est uniquement en Balagne
pour les soins de support, on voit en fait que l'adressage, il est des centres de référence qui sont pour nous Bastia, Corté ou Nice ou Marseille ou bien même Paris, puisqu'on a eu des appels de patients qui sont suivis aussi à Paris. Donc, vous pouvez passer la slide suivante. Donc, la fiche de prescription, elle est celle qui est simplifiée. Pour répondre à une remarque qui a été faite tout à l'heure, moi, en tant que médecin généraliste, il y a une différence entre la fiche qui va nous servir d'évaluation, et ça, c'est ce que je pense l'URPSML a mis en place, c'est-à-dire qu'effectivement, on doit évaluer est-ce qu'il y a besoin de soins de support, et la prescription qui est donc présentée là et qu'on a simplement, on a mis notre logo et notre numéro de téléphone et les structures qui sont labellisées en Corse, mais effectivement, là, il y a 3 cases à cocher et c'est la prescription qui est simplifiée. Ça n'empêche qu'effectivement, le médecin a toute liberté d'utiliser la fiche d'évaluation qui lui a été aussi communiquée. Donc voilà, comme je vous disais, on a fait la promotion du dispositif auprès donc, des centres de soins, des médecins du territoire, des associations qui sont concernées, donc des associations de support aux patients. Et nous, on a donc la Marino, Sort de combat, la Ligue contre le cancer, et puis bien sûr des usagers, puisqu'on a fait du mailing, on a utilisé les réseaux sociaux, l'affichage dans les cabinets, dans les pharmacies, dans les laboratoires, dans les centres hospitaliers. Et effectivement, on a adapté donc la fiche de communication régionale à notre territoire. Vous voyez donc la fiche qui est présentée à côté et en mettant bien le numéro de téléphone de la coordinatrice et voilà ce qui est proposé en fait. Donc, en fait, dans le parcours, la plupart du temps, on peut passer la slide suivante, les patients vont s'adresser à la coordinatrice, soit parce qu'ils ont eu donc, une prescription de leur médecin, oncologue ou spécialiste ou éventuellement généraliste, et elle va donc les orienter. Donc, on a eu 16 patients donc, depuis la labellisation. Donc, la plupart du temps, les demandes, ce sont des demandes de diététique. De psychologues aussi, mais c'est vrai qu'on s'appuie aussi sur le réseau ILUP et le dispositif Renfort Psy en maison de santé, qui permet aussi de pouvoir, entre guillemets, économiser le coût de la psychologue et basculer sur d'autres bilans. Concernant l'APA aussi, c'est pareil, il y a eu moins de demandes, en particulier dans les retours que peuvent nous faire les patients. La plupart du temps, si ce n'est pas suivi d'activité physique, ils ne préfèrent pas faire le bilan APA et sont concentrés plutôt sur la diététique et la psycho. Donc, les consultations de suivi, on a eu donc plus de suivi en diététique et en psychologie. Vous pouvez passer la slide suivante. Donc, des patients n'ont pas donné suite à l'inclusion. Un patient, 2 n'ont pas terminé leur parcours. Dans ce qu'on peut remarquer, il y a effectivement plus de soins de support en diététique. C'est celui qui est le plus demandé. Les patients, bon, on a dit, le bilan, ils récupèrent vraiment confiance en eux. Il y a vraiment une prise de conscience de cet équilibre alimentaire. Il y a vraiment une grosse frustration des patients et des professionnels sur le manque de prise en charge pour les séances APA et le manque de consultation de suivi. Quand il y a plusieurs soins de support, on arrive vraiment au taquet sur les 180 €. Il y a vraiment, ce qui est difficile, c'est effectivement que le frein, la période de 1 an après la fin des traitements actifs, c'est vraiment un frein. Et effectivement, certains patients auraient préféré que ça se poursuive, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas le renouveler après. Les professionnels de santé apprécient que la coordinatrice centralise un petit peu les informations, le suivi de parcours, les relances patients, la facturation. Et je pense que dans le cas contraire, ça aurait été vraiment compliqué de mettre en place ce parcours. La majorité des inclusions se fait donc par les oncologues et les centres de soins et très peu d'inclusion médecins traitants. Voilà, moi, en tant que médecin traitant, j'ai eu à adresser des patients, mais qui ne sont pas rentrés dans le parcours, où effectivement, on a eu aussi d'autres écueils, c'est qu'il y avait des patients qui sortaient dès 1 an après le traitement post-cancer et qui, du coup, n'ont pas pu être inclus.
pour revenir sur l'APA et rebondir sur les interventions qui ont été faites avant, en particulier dans la personne de l'ARS Corse, je voulais juste préciser que parallèlement donc à notre projet, enfin à notre réponse à ce parcours CPTS, on avait donc des activités sport-santé qui étaient développées par la maison de santé dont je fais partie, et on a eu des financements pendant plusieurs années de suite qui nous permettaient en fait d'inclure les patients qui étaient en ALD, donc plus largement, pas que le cancer, et malheureusement ça a dû être arrêté faute de financement. Donc, voilà, c'était juste une petite réponse aux personnes, c'est-à-dire qu'effectivement, les projets, ils ont besoin d'être soutenus, et en particulier financièrement, c'est-à-dire que si on propose ça pendant quelques années et qu'après, on n'a plus de réponse, c'est quand même embêtant, on peut pas continuer à suivre les gens, et vraiment, cette demande de séance post-bilan, elle est importante pour le suivi des patients. Voilà, je suis à votre écoute pour des questions et des remarques. Merci beaucoup, Dr Siméon, pour votre présentation. Je vois que nous avons déjà une question, avec une question de Madame, ou intervention en tout cas de Madame Tubé-Colonna. Allez-y. Donc, Dr Siméon, bonjour. Oui, effectivement, vous avez eu par le passé des subventions. Le problème, c'est que nous émargeons sur le fonds d'investissement régional, donc ce sont des crédits qui ne sont pas pérennes. Nous avons fortement conscience de la problématique qu'est la non-prise en charge et la non-reconnaissance de la part de la sécurité sociale aussi de l'activité physique adaptée. Nous avons pas mal de projets. Donc, Madame Le Sen, notre directrice générale, donc, est au courant, hein, puisque ce sont des freins. Ce sont des freins pour nous. On nous demande de la part du national de déployer l'activité physique adaptée sur le territoire, mais c'est un frein majeur. Donc, nous avons des pistes, puisqu'il y a une communauté au niveau du national. Donc, on voit ce qui se fait dans les autres régions, puisque c'est partout, hein, l'activité physique non prise en charge. Donc, les patients, et en plus, on fait partie d'une région pauvre, hein. Donc, on se doute bien, on sait que donc, les bilans diététiques et les ateliers diététiques sont pris en charge. On sait que les bilans psy sont pris en charge, ainsi que les ateliers, mais pas l'APA. Donc, on sait tout ça, que ce n'est pas que c'est un frein majeur. Pour en revenir, effectivement, vous avez eu des subventions par le passé. Il n'est pas dit que vous n'en aurez pas à l'avenir, mais nous avons, en tous les cas, sur l'activité physique adaptée, sur le sport santé en général, nous n'avons qu'une petite enveloppe. Donc, il n'est pas dit que dans les années à venir, vous n'ayez pas d'autres subventions, hein. On redemandera. J'attends. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Je n'ai pas l'impression et nous n'avons pas de conversation. Alors, nous allons pouvoir continuer et ça sera notre dernière intervention pour aujourd'hui. Nous avons Santé Assistance Service, une autre structure labellisée qui est avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Je pense que c'est une intervention à deux voix, c'est ça? C'est ça, exactement. Est-ce que tout le monde nous entend bien? On vous entend très bien. Allez-y. Donc, merci de nous laisser l'opportunité de participer à ce retour d'expérience. Donc, nous, petite présentation. Donc, Santé Assistance Service, on a une association, loi 1901, donc professionnelle du soin à domicile, qui a pour vocation de mettre à la disposition des ayants droit tout service concourant au maintien à domicile. Donc, on crée des parcours de soins globaux, personnalisés, coordonnés à travers nos différents services, donc le SIAD, Service Autonomie à domicile et l'ESA. Et c'est pour compléter cette offre que nous avons répondu à l'appel à projet donc fin 2022, afin d'obtenir cette labellisation de service de soins oncologiques de support post-traitement d'un cancer. Donc, on a travaillé principalement sur les principaux points bloquants identifiés lors du dernier retour d'expérience. Au niveau régional. Donc, on était à notre niveau confrontés à peu près aux mêmes limites, excepté pour ce qui est du frein de la non-prise en charge du transport pour le patient, puisque nous, on avait anticipé ce point-là, puisqu'on intervient à domicile pour tous nos patients, en tout cas ceux qui le souhaitent. Ça représente 95% des patients pris en charge. Donc, ça évite aux patients de retourner en structure
où certains n'ont pas forcément les meilleurs souvenirs et ça leur permet de se réapproprier la vie sans la maladie chez eux dans le confort du domicile. Donc, un des points identifiés comme particulièrement bloquant, c'était aussi la jeunesse du dispositif. Je pense un peu comme tout le monde qui entraîne une méconnaissance de ce service, que ce soit au niveau des professionnels, mais aussi au niveau du grand public. Et c'était un service, en plus de ça, qui était inédit sur le territoire Fréjus-Saint-Raphaël. Donc, d'autant plus méconnu pour nous. Donc, on va vous présenter les actions qu'on a mises en place cette année. Donc, voilà, on a beaucoup insisté sur la communication. Donc, la communication, elle s'est déclinée vraiment en 3 piliers principaux. Donc, tout d'abord, la communication événementielle. On a en effet participé à de nombreux événements locaux, que ce soit pour rencontrer le grand public en face à face ou pour diffuser l'information au maximum. Donc, il y a eu, par exemple, des événements comme Octobre Rose, Mars Bleu ou des moments forts lors de forums santé ou associatifs locaux. Donc, ce biais de communication, il a été porteur pour nous, puisque c'est 25% des patients que nous avons pris en charge cette année qui ont été informés de l'existence du dispositif et qu'on a pris en charge par la suite lors d'un événement. Donc, on encourage vraiment toutes les structures à participer au maximum à ces événements-là qui sont vraiment porteurs. Également, on a créé du lien avec les différentes associations présentes, avec les différents partenaires. Donc, ça a aussi renforcé, nous, notre partenariat avec la Ligue contre le cancer, dont on a inauguré l'installation dans nos locaux en janvier 2024. Donc, permanence dans nos locaux, 1 jour par semaine. Et ça a vraiment permis une transversalité dans l'accompagnement et aussi une plus grande visibilité forcément pour le service. Et le deuxième biais de communication utilisé, ça a été la communication relationnelle. Donc, on a priorisé vraiment l'aller vers. On peut voir qu'on s'est pour l'instant concentré sur les professionnels en établissement, puisqu'on est parti du principe que c'est là où le soin actif peut s'opérer le plus. Et donc, ça a été notre priorité vraiment pour nous cette année. On s'est vraiment déplacé dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, dans les associations. Donc, ça représente 120 rencontres, soit environ 80 professionnels rencontrés cette année en 1 an et 13 établissements de santé visités dans le Var-Est et aussi dans les Alpes-Maritimes, puisque dans le Var-Est, c'est une position qui est assez complexe. On est vraiment au milieu des grandes villes comme Marseille, Nice, Toulon. Donc, il a vraiment fallu qu'on se déplace au maximum. Et on a remarqué qu'il fallait aussi relancer régulièrement chaque personne rencontrée. Donc, en moyenne, une personne qui va prescrire va être vue 2 à 3 fois au préalable avant de penser à nous pour l'orientation patient. Et au départ, on avait vraiment ciblé uniquement les médecins. Puis on s'est rendu compte que l'orientation ne venait pas seulement d'eux. On a élargi donc la diffusion de l'information aux secrétaires, aux associations par exemple. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des prescriptions qui en résultaient également. Le dernier axe de communication, si on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît, c'est la communication papier, puisque ce n'est pas que les médecins, les patients aussi peuvent parler de ce dispositif à leurs médecins. Donc, on a créé des flyers dédiés au service SOS-PC qu'on a distribués notamment en salle d'attente des médecins, par exemple. Également, on a mené une campagne d'affichage sur Fréjus-Saint-Raphaël qu'on peut voir à l'écran pendant 6 mois, donc d'octobre à avril 2024. Certains patients sont venus nous voir suite à la diffusion de l'info sur ces campagnes d'affichage. Et on a remarqué que les prescripteurs, il manquait beaucoup de temps. Donc, c'est pourquoi on a créé des fiches d'orientation qui sont des simplifications en fait, des supports de prescription initialement proposés. Vous pouvez les voir à l'écran également. C'est un système de cases à cocher en fait, qui va dessiner le parcours de soins du patient, personnalisé pour lui. Et c'est vraiment simplificateur pour le médecin. Donc, c'est 100% des prescripteurs qui ont eu les fiches d'orientation qui les ont utilisées ensuite pour nous prescrire des patients. Et enfin, on a initialement rencontré un frein aussi au niveau de la légitimité, puisqu'on a décliné des supports représentant le santé assistance service pour proposer ce parcours de soins, et beaucoup de personnes nous confondaient avec des prestataires de santé. Donc, on a ajusté le discours en mentionnant que c'était un service de l'ARS PACA en lien avec OncoPACA Corse. On a rajouté également les 2 logos donc de l'ARS et de OncoPACA Corse, et ça a vraiment levé un frein à la prescription. On va passer à la slide suivante. Merci. Donc, voilà les résultats qu'on a obtenus grâce à ces actions. Donc, nous, on a doublé le nombre de patients pris en charge par rapport à la première année d'activité. On atteint l'objectif initialement fixé depuis quelques mois de 5 patients par mois, avec 6 patients prescrits en septembre et 5 en octobre. On est sur une belle lancée.
Et on voit une réelle corrélation entre les résultats obtenus et les actions qu'on a pu mener. Les prescriptions, par exemple, elles viennent beaucoup plus de cancérologues. Et effectivement, c'est les professionnels qu'on a le plus ciblés en allant en établissement. Le cancer du sein, c'est le plus représenté parmi les patients, puisqu'on s'est beaucoup rapproché aussi d'associations spécialisées dans le cancer du sein, comme JAMS, qui est spécifiquement orienté sur ce type de cancer. Et l'âge moyen des patients correspond aussi à la moyenne d'âge sur notre territoire. Donc, c'est assez logique. Et enfin, pour terminer, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour finir, on a un taux de satisfaction global, comme on peut le voir, que ce soit le T0 ou le T1 de 100%. Donc, la perception de l'état de santé des patients, elle est évaluée à 9,5 sur 10. Donc, pour continuer à pouvoir obtenir des résultats comme ceci, il faut vraiment poursuivre ce travail-là. On a notamment recueilli des demandes patients au-delà des 12 mois maximum post-traitement pour pouvoir prendre en charge. On en a déjà parlé, mais est-ce que ce délai ne pourrait pas être allongé? Donc, nous, c'est à peu près 10% de nos demandes qui étaient non valables du coup pour cette raison-là. Pareil pour la durée du dispositif, on nous demande si c'est renouvelable, si on peut rallonger le nombre de séances. Et aussi, si on peut développer le dispositif à d'autres soins de support, donc par exemple la socio-esthétique ou l'accompagnement administratif qui sont assez demandés. Donc, on est conscient que les forces de notre structure, c'est vraiment le maillage dont on dispose localement avec les partenaires existants, la taille de la structure aussi, qui nous permet forcément d'avoir des professionnels en interne compétents. On a noté qu'à ce niveau, il serait vraiment pertinent de bénéficier de soutien d'organismes comme par exemple la CPAM, qui pourrait installer des orientations systématiques à la fin du traitement des patients. Également, les événements au niveau local. Donc, comme on l'a vu cette année, l'importance des événements, elle est plus approuvée. C'est vraiment important d'y participer. Et donc, comme on est situé au milieu des grandes villes, comme j'ai déjà dit, on n'est pas forcément concerné par toutes les manifestations qui se déroulent. Donc, ça pourrait être pertinent de pouvoir avoir plus d'événements locaux sur ce sujet-là du post-cancer. Et enfin, bien sûr, les rencontres médecins qui sont toujours à poursuivre et à renforcer. Donc, pour finir, on a voulu souligner l'importance de la réactivité aussi, de faire des retours régulièrement aux médecins prescripteurs sur les patients pris en charge. En moyenne, on va contacter un patient dans les 48 heures après son orientation. Assez réactive aussi à ce niveau-là. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à vous pour votre intervention. Alors, je vois qu'il y a une réaction de Mme Fleury qui dit « Pour les problèmes administratifs, il y a un relais à faire vers les 3C qui mènent des ateliers de démarche sociale. » Voilà, merci Anne-Caroline pour cette précision. Effectivement, il faut penser à aller vers les 3C, les cellules de coordination en cancérologie. Et je rappelle que nous avons un répertoire sur notre site web si vous voulez avoir tous les contacts des 3C de votre territoire. Il ne faut pas hésiter à aller regarder sur nos répertoires si vous souhaitez avoir des coordonnées. De même pour les établissements de santé autorisés et les traitements associés, il ne faut pas hésiter à aller sur nos répertoires si vous souhaitez avoir des contacts. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette dernière intervention ou par rapport aux 2 heures que nous venons de passer ensemble? Pas de réaction. Je pense que nous allons pouvoir du coup conclure. Je tiens à... Merci pour ces retours. Oui. Alors moi, je vais également remercier tous les intervenants aujourd'hui et tous les participants parce que je pense que c'était vraiment très riche d'enseignements de faire ces échanges et d'avoir ces interventions de ces structures labellisées ainsi que de nos ARS et de l'URPS ML-PACA. On remercie tout le monde et je vais laisser la parole pour conclure au Dr Élodie Crétel-Durand de l'ARS PACA. Élodie, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, bonjour. Écoutez, moi j'ai écouté avec intérêt toutes les présentations. Alors je remercie vraiment toutes les structures et celles qui ont en particulier présenté. Moi je trouve que c'est toujours intéressant, y compris pour moi, d'avoir ces retours. À la fois certains avec des pistes à creuser, mais aussi des retours positifs. Et ça,
extrêmement intéressant. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir inclure plus de patients, donc on a vraiment envie que les établissements autorisés au traitement du cancer s'approprient mieux ce dispositif, puissent plus envoyer les patients dans les structures en proximité. Et il y a également des établissements qui proposent cette offre, mais c'est vrai que ça a été souligné par plusieurs intervenants. Les patients n'ont pas toujours envie de revenir sur le lieu où ils ont été traités, et du coup, on aimerait vraiment qu'on puisse développer ce dispositif en proximité. Voilà, donc et je remercie aussi Aude parce que je tiens quand même à souligner l'engagement de Aude et du DSRC dans la mise en place de ce parcours qui explique aussi une partie de son succès, je pense. Merci beaucoup Aude pour ton appui et je vous dis bonne fin de journée et j'espère vous donner des nouvelles l'année prochaine, en début d'année, sur cette expérimentation, si j'arrive à en savoir un peu plus. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, j'en profite avant de conclure de vous dire qu'on reviendra vers vous également pour les rapports d'activité très prochainement. Et je pense que tout le monde les a. Mais si jamais vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez les coordonnées juste sous les yeux et on est là pour vous. Un grand merci à vous. On finit à l'heure, donc c'est parfait. Une très bonne soirée et fin d'après-midi à tout le monde et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.